Alors, quelques mots de conclusion maintenant, après ce rapide survol historique des débats sur les retraites. Je pense que ce que je retiens personnellement, c'est que la France a mis du temps à se préoccuper de ces déséquilibres socio-démographiques et de ces questions de retraite. J'ai eu des casquettes européennes, et ce qui était assez frappant, c'est que par rapport à bon nombre de pays, notamment de pays de l'Europe du Nord, la France a démarré beaucoup plus tardivement dans le débat sur ces sujets. Je rappelle que les facteurs d'inflexion démographique et économique, c'est 73-74. Pour autant, la première réforme, c'est 93, et la deuxième réforme, c'est 2003, avec effet en 2008 pour le secteur privé. Donc je dirais il y a eu un phénomène d'inertie. Alors c'est vrai qu'on a une fécondité meilleure que les pays étrangers, c'est vrai qu'on avait un taux de chômage. On avait un taux de chômage et on a encore un taux de chômage beaucoup plus élevé. Mais je dirais ce handicap de départ, je ne suis pas sûr qu'on l'ait rattrapé. En tout cas, il faut éviter qu'il ne s'aggrave. Et puis une deuxième réflexion plus sociologique, même si ce n'est pas ma tasse de thé, sur la notion d'âge de la vieillesse. Je trouve qu'on commet beaucoup d'erreurs en utilisant des séries longues qui, partant de l'idée qu'on est vieux à partir de 60 ans et qu'on l'était en 1900, comme on l'est en 1950, comme on l'est en 2010, de dire, eh bien, la France vieillit ou les pays vieillissent. Je dirais, tous ces raisonnements partent d'un principe faux, à savoir que l'âge de la vieillesse, il est fixe dans le temps. Or, l'âge de la vieillesse, il est évolutif. Il y a des travaux savants qui ont été... il suffit de voir ce que sont nos parents ou ce qu'étaient leurs parents pour bien s'apercevoir qu'à 60 ans, on n'a pas du tout affaire aux mêmes personnes en 1900, en 1950, en 2000 et en 2020. Donc je pense qu'on gagnerait beaucoup dans le débat sur la retraite, sur la vieillesse, à sortir de cette logique de fixité du seuil de la vieillesse. Ça conduit à dire des choses. Moi je dis que la France ne vieillit pas, elle avance en âge. Et ce n'est pas la même chose, parce que le terme vieillissement a une connotation négative et péjorative. On avance en âge, et si on définissait la vieillesse, Patrice Bourdolet avait des travaux là-dessus, sur l'âge qui sépare les dernières années de bonne vie, ou les 5 ou 10 ans qui vont faire, on pourrait démontrer que 60 ans équivaut aujourd'hui à 72 ou 75 ans, et que sur grande période, d'une certaine manière, notre pays a certes avancé en âge, mais il n'a pas proprement parlé vieilli. Donc, je dirais, cet âge-là, cet âge biologique, il évolue dans le temps. Notre problème, en quelque sorte, c'est que l'âge économique, c'est-à-dire l'âge dans le secteur économique ou dans les entreprises, on considère qu'on est vieux, cet âge-là, lui, n'a pas beaucoup bougé. Certains même diraient qu'il s'est peut-être, au fur et à mesure que l'âge biologique avançait, il a même plutôt, se reculer, il a même tendance à avancer. C'est-à-dire, on est vieux de plus en plus tôt en matière économique, alors que biologiquement, on est vieux de plus en plus tard. Et puis, je dirais, l'âge social, dans notre pays, il reste un petit peu dicté ou structuré par l'âge légal minimum de départ à la retraite par 60 ans. Donc je dirais, pour mettre la barre très haut, Monsieur le Ministre, votre tâche, c'est de resynchroniser les horloges. C'est de faire en sorte que l'âge social, l'âge économique, eh bien, se mettent à l'heure des horloges de l'âge biologique. Merci, je vois que ma tâche se simplifie tous les jours. Je vous remercie, mais enfin... accompagné évidemment par le Parlement qui prendra sa charge dans le réglage des horloges, évidemment. Merci. Est-ce que Hervé Lebras est d'accord sur l'analyse du vieillissement biologique, c'est-à-dire qu'à 60 ans, grosso modo, ça correspond à 70 il y a quelques années, enfin, toutes ces questions vues du côté du démographe, avant de passer la parole à Daniel Carnevit. Oui, non. Plus que d'accord, puisque c'est, au fond, je l'ai abordé sous un autre angle, qui est l'angle des espérances de vie en bonne santé, c'est-à-dire que ça va même plus vite que l'allongement de l'espérance de vie. Donc on peut grosso modo dire que quelqu'un qui a actuellement 60 ans, dans 20 ans, ce sera quelqu'un qui aura 65 ans, qui aura la même situation physique ou la même situation mentale. Mais vous avez dit une autre chose très importante, vous avez dit économique. Je crois que le gros problème, c'est que à mesure qu'on a allongé cette période de pleine capacité, eh bien, la période de pleine capacité de nos formations, c'est-à-dire des compétences dont nous étions porteurs, a, elle, diminué, s'est rétrécie. Je crois que c'est un problème gigantesque qui alors touche qui va jusqu'à toucher les questions de formation permanente ou de double formation ou de seconde carrière. Et c'est à cela que nous sommes confrontés. C'est-à-dire que si on part tôt
du travail, ce n'est pas que on est âgé, vieux, c'est pas qu'on s'approche de 60 ans, c'est que la formation dont on est porteur dans le monde actuel est une formation âgée. Et donc là, on a un redoutable défi. Je suis très content que vous l'ayez souligné. Et la question n'est pas tellement d'aligner les horloges, elle est d'avoir 2 tours d'horloge dans le cas de l'activité, parce qu'on aura un seul tour d'horloge long dans le cas de la vie biologique. En fait, tout cela sont des bonnes nouvelles, et donc ça me confirme dans l'idée que la réforme des retraites est une bonne nouvelle. Je voudrais savoir si donc le régime général est un régime heureux, Madame la Présidente.